Eh ben, merci d'être venus si nombreux. Comment ne pas être heureux d'accueillir Yannick Enel qui, dans son ouvrage Littérature comme absolue, ne cesse de proclamer et de vivre la littérature comme un facteur d'énergie et de joie imprenable. Ça sonne comme une parole de libraire, quoi. Si c'est la première fois que nous recevons Yannick Enel au presse-papier, ce n'est pas la première fois qu'il vient à Argenteuil, puisqu'il a enseigné quelques années, je crois, à Eugénie Coton. Donc, depuis, il lit de sa plume, il fait les chroniques de Charlie Hebdo, et du coup, j'en profite pour avoir une pensée pour Charles, qui il y a quelques années bossait à Jean Jaurès, également à Argenteuil. Pour ne pas oublier d'être toujours Charlie. Soyons brefs. Lire Yannick Enel, c'est découvrir des sujets qui peuvent sembler graves, mais toujours avec légèreté et humour. Alors je vous laisse entre les mains de Nicolas pour découvrir ce trésorier payeur que l'amour a su sauver de son obsession des chiffres. Allez, bonne soirée à tous et bonne rencontre. Je te laisse pas le micro parce que j'ai oublié de vous parler de la prochaine soirée qui va être bien aussi avec Carole Five le jeudi 23 mars pour son livre Quelque chose à te dire qui est chez Gallimard et pourtant ressemble un peu à une série noire. Donc ça va être une bonne soirée aussi. Bonne rencontre. Et d'ailleurs, je renchéris sur toi si tu veux, pour dire que les deux suivantes seront des autrices, comme on dit maintenant, qui sont des premiers romans, deux premiers romans. Une fille qui s'appelle Cécile Chabot, qui a écrit sur Rachel, vous savez, la femme de Valette, là, la patronne, la grande figure du Mercure de France. Et c'est un livre tout à fait passionnant. C'est une enseignante, c'est son premier roman, mais c'est formidable. Et la seconde, c'est Paulina Panesensko, qui, à l'Olivier, qui a écrit aussi un premier roman, qui a reçu un prix d'ailleurs, le prix des lycéens. Voilà, c'est ça. Et voilà, bah ça fait plaisir de recevoir des grands auteurs très connus, mais quand c'est des jeunes comme ça, il faut venir encore plus pour les soutenir et qu'ils se retrouvent devant une librairie bien pleine. Et en plus, leur livre est vraiment cool. Et Carole Five, on devait la recevoir au Salon du Livre, malheureusement, qui a été annulé en 2021. On devait la nouvelle, c'est pour ça qu'on l'a réédité. Voilà, en gros. Son livre est formidable. Voilà. Mais celui ce soir. Bon. Voilà. Donc, Yannick Enel, vous êtes on le sait, je pense, un de nos plus grands auteurs, un des auteurs phares de chez Gallimard, et quelqu'un dont les livres sont tout à fait passionnants, dans lesquels il y a beaucoup de réflexion, dans la forme est très inventive. Vous êtes aussi bien romancier qu'essayiste, journaliste aussi, auteur, chroniqueur à Charlie Hebdo. Vous vous êtes fait connaître par différents titres, mais enfin, pour n'en citer que quelques-uns qui sont là d'ailleurs en poche ce soir, on peut citer par exemple Cercle en 2007 qui a eu un grand prix lui aussi, Yann Karski qui raconte l'histoire de cet homme qui est sorti du ghetto de celui pour aller raconter un peu ce qui se passait, pour aller essayer d'intervenir auprès du gouvernement pour expliquer ce qui se passait dans les camps de concentration. Et c'est un livre d'ailleurs dont on a énormément parlé parce qu'il y a une petite polémique avec Claude Lanzmann, et c'est vraiment un très beau livre. Les renards pâles, qu'est-ce que j'ai noté encore là, Tiens, ferme ta couronne, alors là, ça c'est un pur chef-d'œuvre. Moi, j'ai adoré ce roman-là. Et puis, bon, d'autres, La solitude Caravage, qui est plutôt un essai sur la nature, sur le peintre. Et puis, plus récemment, janvier 2015, le procès et le livre qui lui a
suivi Notre Solitude, qui relate justement ces procès que vous avez suivis et dont vous avez parlé d'ailleurs dans le journal. Quant le trésorier payeur, donc, qui est sorti au mois d'août, c'est un roman très intriguant dans sa forme et dans son propos, et ne serait-ce que le titre, on se demande un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que c'est qu'un trésorier payeur. Vous éclairez sans doute tout à l'heure, mais pour moi c'est aussi non seulement un grand roman, un roman vraiment qui vous surprend à chaque page. Ça, c'est vraiment une chose sur laquelle je veux insister, c'est que on s'ennuie pas à chaque fois. On a 10 choses à noter, à dire. C'est très foisonnant. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de réflexions philosophiques et autres. Et en même temps, c'est un livre, bizarrement, qui est, je dirais, assez facile à lire, quoi, parce que dans son style est très porteur, c'est un style assez poétique, assez fluide, etc. Et donc ça en fait une lecture tout à fait passionnante. C'est aussi une réflexion sur la création, je dirais, sur la création, sur l'argent, sur l'érotisme, l'amour, enfin il y a beaucoup de thèmes dont on va parler ce soir. Et pour le présenter, disons, physiquement, c'est un livre en 3 parties. Il y a une première partie, disons, qui fait une 60aine de pages, qui est une partie qui nous raconte comment la naissance du roman, quoi, comment la création l'idée romanesque est arrivée, à partir de quelle anecdote, de quelle réflexion. Ensuite, une grande partie je crois 250 pages, 300 pages à peu près, qui est le roman proprement dit, le roman du trésorier payeur, puis encore une partie à la fin d'une 50aine de pages qui est un peu la conclusion de son aventure et puis une sorte d'épilogue aussi. Hein. Alors, voilà, je voulais avant tout vous poser la question de ce qu'est pour vous la nature du roman. Qu'est-ce que c'est que pour vous qu'un roman comme genre littéraire? C'est-à-dire, est-ce que c'est un lieu d'expérimentation, un outil en quelque sorte pour lire et déchiffrer le monde, ou est-ce que c'est, ou peut-être tout ça en même temps, le lieu du langage et de la création politique? Alors c'est une question déjà, vous avez le temps? Je vais passer la soirée. Grand merci, je vous remercier de m'avoir invité ici. Je me suis promené dans Argenteuil où effectivement j'ai enseigné. Alors dans un collège, je ne fais pas facile, hein, je dois dire, j'ai une copine, mais en tant qu'ancien professeur de collège et de lycée pendant 17 ans, j'ai écumé toutes les banlieues autour de Paris et quand on a été professeur, on passe tout le temps, on exerce tout ce métier et transmettre quelque chose et recevoir, je ne vois pas ce qu'il y a de mieux. Alors, la littérature, mais ça va voir, effectivement, enfin, l'idée que je me fais de la littérature, effectivement, très, très absolue. Je me dis, tant qu'à faire, autant tout attendre de ce qu'on aime. J'attends tout de la peinture, j'attends tout de l'amour, j'attends tout de la littérature. C'est à la fois... je peux parler des livres que j'aime. Moi, je ne sais pas très bien ce que je fais, je peux en parler, mais je ne sais pas si c'est si bien que ça. Donc, je suis content que vous le disiez. Mais pour moi, la littérature, ça doit être à la fois, enfin, j'en espère, j'en attends de l'enchantement. Faire chanter quelque chose qui est, en fait, donner voix à ce qui n'apparaît plus voix. Et c'est aussi une exploration, enfin, géologique, enfin, spéléologique, de descendre dans les lieux où ne peuvent pas aller, je ne sais pas, la plupart des gens, enfin, parce qu'il faut, ça coûte, enfin, d'aller dans la nuit, voyage au bout de la nuit, comme dit l'autre. Et il ne faut pas le citer, celui-là, c'est ça, hein? Oh, je suis en train de lire en même temps 3 de ses bouquins. Ah, d'accord. Il faut y aller. Hein. Bon, ça. Je suis un peu. Je suis gourmand. Très bien. La littérature, pour moi, c'est aussi tout le contraire de la communication. C'est le contraire des réseaux sociaux, par exemple. C'est le lieu de la lenteur et de la nuance.
C'est le lieu où le langage enfin se retrouve un peu seul. Je pense que la solitude, c'est pas si mal que ça. La solitude est mal vue, mais quoi de mieux enfin, de se retrouver enfin un peu seul. Je ne parle pas de l'abandon, évidemment, ni de l'essolement, il y a rien de plus triste au monde. Mais la solitude, la vraie bonne solitude, celle qui nous ouvre aux autres, eh bien, je crois que la littérature, c'est une mise en solitude, en bonne solitude du langage. On nous bassine sans cesse avec l'idée que le langage, c'est ce qui doit communiquer, nous relier instantanément aux autres. Je pense qu'on crève de l'instantanéité permanente, enfin, s'il n'y a rien de plus étouffant. Et je trouve que la littérature, du coup, devient de plus en plus seule parmi les activités humaines à prendre soin du langage, comme on en prend soin, je sais pas, avec son amoureuse, disons, avec ses enfants. Voilà, un lieu où on prend soin du langage. C'est ça que je dis. On va s'attarder un peu, si vous voulez, sur cette première partie qui voit naître le roman. En fait, C'est pas de l'alcool, hein. C'est une limonade. La première partie, vous parlez à la première personne, hein, c'est l'auteur, c'est le narrateur en tout cas, qui nous parle directement. Et elle commence cette première partie en avril 2015, où vous racontez que vous êtes invité pour une exposition, enfin un projet d'une exposition qui va avoir lieu à Béthune, dans les locaux de l'ancienne Banque de France du lieu. Et c'est une exposition donc, qui regroupe plusieurs artistes, dont le thème est la dépense. La dépense qui est probablement ironiquement choisie à cause du lieu, j'imagine. Et cette dépense vous fait penser justement à un livre que vous avez lu, enfin d'un auteur qui vous tient particulièrement à cœur, qui est Georges Bataille, que le lieu, pardon, je cherche, c'est la notion de dépense. La notion de dépense, voilà. Donc, vous le disiez avant d'arriver à Béthune, et à ce moment-là, vous apprenez très, très rapidement, à votre grande surprise, qu'il y a cette banque, il y a une petite maison à côté, dont on vous dit que c'était la maison du trésorier payeur. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le trésorier payeur, où on ne voit pas bien, enfin, on verra tout à l'heure que c'est une appellation presque fictive, parce que c'est une très haute fonction, et pour une petite ville comme Béthune, ça ne semble pas correspondre. Et là, quelqu'un vous informe que ce trésorier payeur s'appelait justement Georges Bataille. C'était un homonyme de Georges Bataille. Alors, est-ce qu'on peut, donc, très rapidement, on a deux questions. D'abord, dire, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, qui était Georges Bataille, l'écrivain, et pourquoi est-ce qu'il y a cette confusion avec l'autre Georges Bataille, dont d'ailleurs j'ai trouvé, on trouve sur Internet une photo de lui dont vous parlez dans le livre. Si vous voulez voir le vrai Georges Bataille. Ça a l'air très compliqué cette affaire, mais en fait c'est relativement, enfin, j'espère, limpide. Et le fait finalement, le roman que j'ai inventé, c'est aussi une manière de se débarrasser de Georges Bataille. Enfin, on peut le lire sans avoir le nom, le grand Georges Bataille, qui est effectivement l'écrivain que je préfère au monde. Enfin, tout autant que Proust ou Kafka, vous voyez, je le place. Je l'ai énormément lu. C'est un écrivain, Georges Bataille, qui était contemporain de Sartre et Camus, et qui, à mon avis, est bien plus puissant que ces deux-là. Et c'est quelqu'un qui, on parlait tout à l'heure d'aller dans la nuit, justement, au plus profond. C'est quelqu'un qui s'est illustré notamment par des livres, alors érotiques, très, je dirais, assez scandaleux, enfin, très sulfureux, comme Histoire de l'œil, Le bleu du ciel ou Madame Edwarda. Mais c'est surtout quelqu'un qui était capable de s'intéresser tout autant au Marquis de Sade qu'à Lascaux. C'est l'un des premiers à être descendu dans la grotte de Lascaux et avoir osé un livre en amateur. Il n'était pas du tout paléontologue, ni archéologue, ni tout, mais il a médité sur ce qui venait du plus loin et sur ce qu'il appelait la naissance de l'art. On sait aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait juste. La grande Chauvet a été exhumée bien après. Mais voilà, Bataille, c'est un esprit encyclopédique
et également un de ces écrivains qui vont très loin dans, je dirais, dans l'effervescence, dans l'inflammation, dans le feu intérieur des choses, dans une sorte d'absolu. Bon, il se trouve que donc il y a assez longtemps, vers 2015, 2016, on m'a proposé, puisque ça commence comme ça, le livre, ce que je raconte dans la première partie est vrai, entre guillemets, ça a amélioré le passage, mais on m'avait proposé effectivement d'accompagner des artistes dans le nord de la France, à Béthune, je ne connaissais pas, donc dans le Pas-de-Calais, parce qu'un centre d'art qui allait être inauguré à la place de l'ancienne succursale de la Banque de France de Béthune, proposait une exposition sur l'influence de Georges Bataille sur l'art contemporain. Ça a été un peu technique. J'y allais, non pas à reculons, mais je me disais, bon, je vais écrire un texte pour le catalogue, comme d'habitude. Enfin, ça fait partie des choses que j'aime faire, mais c'est pas non plus super exaltant. Et là, il se trouve qu'il m'est arrivé quelque chose. En allant à un moment, j'ai découvert les locaux de cette ancienne Banque de France, très beau, qui étaient gardés à l'identique, les guichets en marbre, les petits ascenseurs pour les billets, la salle des coffres, ténébreuse à souhait. On serait cru dans un Simenon, vous voyez, Monsieur Mire, ce genre de choses. Et ça me plaisait bien, enfin, les lieux. Et pendant que les artistes cherchaient les murs pour poser les cimaises, chacun se disant, moi je vais exposer là, voilà, etc. Je suis allé dans la cour intérieure, enfin la derrière, avec le directeur du centre, une petite cigarette. Et là, mon attention a été attirée par une maison. Plus précisément, vous me direz, c'est un détail qui me semble insignifiant, mais c'est ce genre de détail qui détermine tout, qui déclenche. Il y avait ce jour-là un peu de nacre, vous savez, un prisme qui venait d'une fenêtre. Je ne sais pas, ça m'a plu. Cette maison me semblait très Hitchcockienne, vous voyez, la maison du docteur Edward, je ne sais pas si vous avez vu ce genre de maison un peu qui semble vous appeler, à la fois vide et ouverte, et surtout elle était là à votre place. Il y avait une immense Banque de France avec un tout petit muret, et cette maison qui par son ombre semblait manger la banque. C'est quand même étrange cette proximité. Le directeur, voyant mon intérêt, m'a dit « Ah, je vois que vous aimez cette maison, c'était la maison du trésorier payeur. » Je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, parce que vous savez évidemment que trésorier payeur, c'est pas quelqu'un qui travaille dans une banque. Le trésorier payeur, je ne voyais plus très bien ce que c'était, mais c'est un haut fonctionnaire de l'État, disons un collecteur d'impôts, comme on disait au XVIIe. Mais cette erreur m'a plu, en fait. Je me suis dit, trésorier payeur, je trouvais ça très ensoleillé, comme mot. J'aimais bien le mot trésorier. Et surtout, cet homme m'a dit, vous savez pas tout, le trésorier payeur de la succursale de la Banque de France de Béthune, qui habitait là, avait creusé un tunnel entre sa maison et la salle des coffres. Là, je me suis dit qu'il se payait ma tête, en fait. Là, je suis un romancier, il est en train de... C'est un bel hameçon. Et ça m'a plu, moi. Et je me suis dit, oui, c'est ça. Et en même temps, toute la journée, ça m'a poursuivi, cette idée du tunnel. Les tunnels, c'est très séduisant. Ça semblait peu plausible, parce qu'un tunnel d'évasion dans sa propre banque, le banquier assez fou pour faire un tunnel. Mais il y a également des tunnels d'obsession. Ça, je suis assez adepte du tunnel d'obsession, c'est un peu mon truc. Et tourner autour d'une idée pendant 5 ans, ça s'appelle écrire un roman. Donc le tunnel d'obsession, je le voyais bien. Et toujours est-il qu'il a coupé court à mes supputations. C'est un peu terrible, je le registre. En fin de journée, il m'a dit, venez. Il m'a fait descendre dans la cave, on a suivi un couloir, il a allumé une petite lampe, et j'ai vu que le tunnel existait. Il était simplement muré. Et j'ai vu qu'effectivement, le trésorier payeur, en tous les cas le caissier, en fait, parce qu'en fait c'était ce qu'on appelait un caissier, possédait un dégagement souterrain qui lui permettait d'aller jusque dans la salle des coffres. À partir de là, je suis rentré chez moi.
et je n'ai plus pensé qu'à ça, à ce tunnel. Et en bon romancier, je m'y suis engouffré. C'est-à-dire que ce tunnel est devenu la fiction. Et donc, ce petit récit, la autobiographie que je viens de vous faire, de manière un peu cavalière, c'est le début du livre, c'est quelques dizaines de pages. Et après, j'ai pas pu faire autrement, parce que j'étais obsédé, que d'essayer d'inventer, enfin de trouver qui était cet homme si paradoxal, ce banquier si étrange, qu'il en était venu à creuser ce tunnel. Pourquoi? Comment? Et là, c'était parti pour quelques années. C'est la fiction du trésorier payé. Et cette visite du chantier, finalement, en cours, me fait penser à quelque chose à voir avec la création, parce que c'est presque un work in progress, si on peut dire. Et cette histoire de tunnel, effectivement, creuse l'idée romanesque, comme vous l'avez bien dit. Et vous notez d'ailleurs à ce propos une phrase qui est tout à fait parlante. En toute occasion, j'attends ce trouble qui déclenche les romans. Et ce trouble qui déclenche le roman, outre le fait qu'il y a une atmosphère un peu fantomatique aussi dans ces lieux, ça m'a fait penser à ces promenades que faisaient les surréalistes, vous savez, en attendant de rencontrer quelque chose qui allait faire surgir justement le texte, le roman, la fiction. Il y a un peu de... C'est vrai, mais je l'ai dit énormément les surréalistes. Les situationnistes aussi, ce qu'ils appellent la dérive, enfin, avec des promenades aléatoires pour déclencher des analogies, des associations d'idées. Alors, son nom, on l'a vu, sa qualification de trésorier payeur, c'est quelque chose un peu fictif déjà, c'est pas tout à fait sa vraie fonction. Son nom ne correspond pas à Georges Bataille lui-même, évidemment. Et vous dites d'ailleurs que c'est un peu, on vous en parle, mais c'est un peu comme un sujet de plaisanterie, quoi, quelque chose dont vous n'auriez pas tout à fait la clé, l'explication. Et à un moment, on se demande, mais est-ce que ça n'est pas un peu comme une mystification que feraient les habitants du lieu, et s'il n'y avait pas un lien finalement entre ces trois termes, quoi, entre les fantômes, les fantasmes et la fiction. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est pas mal, je note les trois mots qui commencent par F, très belle allitération. Mais non, mais je plaisante, je peux dire quelques mots si vous voulez. Mais au fond, Non, c'est simplement pour dire que, en fait, plus vous fouillez la réalité, et plus ça devient romanesque. Je crois que c'est pas un paradoxe, en fait. Effectivement, c'est comme ça que ça a lieu. Au fond, le poétique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la poésie. En fait. Mais vous voyez, pas la poésie, pas les vers, pas faire des vers, pas faire de la poésie, je serais tout à fait incapable. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans une narration, à travers un récit, explorer la matière de nos vies, de nos existences, nos désirs, toutes les lacunes et aussi la richesse intérieure de nos relations, jusqu'à en tirer un minerai, vous voyez, une espèce de diamant. Ce qui m'intéresse, ce sont les instants dont on dit un peu trop vite qu'ils sont fugaces, ou ineffables, ou irreprésentables. Et je crois que précisément, dans la quête de ce personnage imaginaire, ce banquier bizarre dont on va parler, qui est tout le temps en contradiction avec lui-même, puisque c'est un banquier un peu anarchiste, un peu charitable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on accroche, si je puis dire, comment est-ce qu'on parvient à s'envelopper constamment de nuances, de manière à approcher au plus près, alors c'est à la fois philosophique, comme vous le disiez, mais c'est aussi amoureux, c'est existentiel, s'approcher de ce que c'est que de vivre, qu'est-ce que c'est que ce sentiment à la fois violent et poudreux en même temps, qui consiste à
à respirer, à aimer, et à faire de sa vie quelque chose comme une quête éperdue. Voilà. C'est l'histoire d'une passion. C'est quelqu'un qui s'est mis en tête, puisque c'est l'histoire de ce banquier, en fait, qui creuse, et pas seulement un tunnel, il creuse dans sa tête, il creuse dans sa vie quelque chose. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'est mis en tête que la vie pouvait, l'existence, même si elle est prise en étau dans l'économie, et je pense qu'on va parler de ça, enfin, parce que c'est un livre sur le capitalisme, enfin, sur le néolibéralisme et ses ravages, il s'est mis en tête cette idée qu'on pouvait quand même faire de sa vie une sorte de poème troué, de poème bizarre, de poème un peu boiteux peut-être, de poème fou, mais un poème quand même. Vous distillez d'ailleurs dans cette première partie beaucoup d'éléments et d'indices de choses qui vont être développées plus tard dans la partie romanesque. Et là, j'ai noté 2-3 choses sur lesquelles, si vous voulez réagir éventuellement, notamment vous insistez à 2-3 reprises dans le texte, et c'est souvent d'ailleurs entre 2 virgules, de façon très, très discrète, sur le fait que cette maison, par exemple, se trouve rue Émile Zola. Or, Émile Zola, c'est l'auteur de L'Argent, on pense à ça. Alors, figurez-vous que c'est vrai. Là, je n'ai pas fait exprès. Mais c'est l'auteur de L'Argent. C'est l'un des rares écrivains à avoir écrit sur l'économie. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Évidemment, Balzac ne fait que ça. Zola, je parle au XXe siècle, il y en a assez peu. Ah oui, c'est vrai. Bon, il y a cette histoire de tunnel aussi, dont vous avez très bien parlé, et l'histoire du hibou aussi, parce qu'il trouve à un moment une représentation d'un hibou. Le hibou, c'est celui qui voit dans le noir, qui est un peu nyctalope, si on veut. Et ce hibou, on apprend que, alors ça nous est répété plusieurs fois dans le livre, ce n'est pas un hibou, mais c'est une chouette qu'on appelle Dame Blanche. Et la Dame Blanche, évidemment, ça m'a fait penser à la Dame Blanche de la littérature du Moyen-Âge, celle qu'on voit apparaître, qui est une apparition un peu divine et en même temps une promesse d'amour un peu. Et cette Dame Blanche, dont vous dites que son pelage est en manteau verni, ça m'a fait penser aussi à un autre livre que vous avez écrit sur la Dame à la licorne, Un seul désir. Alors, il y a une certaine suite dans les idées, si je puis dire. Ouais, sûrement, une cohérence. Et ce que vous avez dit aussi sur la création, toujours porter la vie à un point d'incandescence. Alors ça revient souvent dans le livre. Il y a beaucoup de vocabulaire autour du feu, de l'incendie, le fait de se consumer. Et l'ivresse, évidemment, qui fait penser un peu par exemple, à Baudelaire, vous savez, livrez-vous, etc. Et aussi, parce que ça c'est une chose à laquelle se livre quand même beaucoup le trésorier payeur, au dérèglement de tous ses sens, comme disait Rimbaud. Bon, tout ça pour en arriver à ma question finale sur ce sujet, c'est de savoir si la seule dépense possible, enfin, pour lui, si la dépense finalement c'est une dépense qui passe par l'art, par la poésie et par le désir. Alors, c'est tout le sujet du livre, effectivement, du roman proprement dit. J'ai inventé, parce que c'est ça qui m'intéresse, de savoir qu'est-ce qui s'éprouve quand on dépense sa vie. Vivre vite, se brûler, vivre, je sais pas, passion. J'ai inventé ce personnage de banquier paradoxal qui étrangement pense que le cœur de l'économie ne relève pas de l'épargne, ni même de la fructification, vous savez, des économies, encore moins du profit, mais de la dépense. Donc c'est un banquier un peu tordu, un peu bizarroïde, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait banquier, parce que, vous vous souvenez, il fallait que je trouve la figure plausible d'un type qui creuse un tunnel jusqu'à la salle des coffres. Donc, au tout départ, je me disais, ce type va faire sauter la banque, une espèce d'anarchiste déguisé. Vous savez, ces immersions comme ça, ces personnages masqués qui pendant 30 ans, ces agents dormants
qui ont l'air d'être banquiers ou autre chose, ou libraires peut-être, mais qui sont peut-être tout à fait autre chose, en attente d'une action internationale. Et bon, j'avais cette idée, puis évidemment, ça s'est transformé en cours de route, et ça c'est devenu beaucoup plus complexe, beaucoup plus indiscernable, beaucoup moins perceptible. Parfois, les grandes choses sont imperceptibles. Et donc, ce jeune homme, c'est un philosophe qui, dans les années 80, je lui ai donné mon âge, donc il est né comme moi en 67, parce que, à force de travailler comme ça sur l'économie, ça m'est venu, je peux en parler un petit peu parce que ça me semble important. Je parle souvent de ça avec des amis et je me rends compte qu'on a déjà oublié cette séquence historique. C'est la crise des subprimes. Vous vous souvenez de ça? Enfin, moi, je n'oublie pas parce que ça m'a, voilà, exactement. Moi, ça m'a complètement. Bon, j'avais déjà pas tellement d'argent, j'étais prof, mais alors là, j'avais plus rien. Et blague à part, ce qui est arrivé pendant la crise des subprimes, parce que moi, je ne m'intéressais pas du tout à l'économie. Je trouvais ça incompréhensible pour moi. Et la crise des subprimes, à l'époque, je vivais en Italie, qui était déjà un pays en crise culturellement, parce que Berlusconi avait déjà complètement vidé le pays de son sang, et de son âme, et de son esprit, et tout ce qu'on veut. Mais là, je me suis aperçu, en essayant de comprendre, que l'économie telle qu'elle était mangée par la finance, de manière internationale, planétaire, c'était avec l'argent des pauvres. Parce que la crise des subprimes, c'est la spéculation sur le dos de la dette des pauvres. Je crois que là, pour la première fois, peut-être, en tous les cas, moi, pour la première fois, je l'ai vu, ça crevait les yeux. On voyait l'ignominie organisée. C'est pas seulement le capitalisme, c'était ce néolibéralisme mis en place dans les années 80. Vous vous souvenez de Thatcher, Reagan, qui émergeait à peine. Et c'est pour ça que j'ai planté mon roman là, dans les années 80, au tout début, la chute du mur de Berlin. Et le scénario s'ensuit, plus du tout de possibilité de quelque chose en face du néolibéralisme, puisque le communisme s'effondrait. Et là, je retrace de manière un peu très rapide, mais il s'est passé quelque chose dans les années 80 dont nous payons le prix aujourd'hui. Et je me suis dit, voilà, un jeune philosophe, un type qui étudie la philosophie, se retrouve en 1987, il a 20 ans, et il y a une crise, il y a un premier crack. En fait. Les cracks, c'est le moment où les crises se coagulent de manière spectaculaire et font des morts quasiment. Et je me suis dit, ce jeune homme, c'était ça au début, qui étudie la philosophie, va changer de voie. Ce que je n'ai pas fait. Il va changer de voie et il va se dire, si je fais de la philosophie, je vais rester dans mon coin. Alors que peut-être le destin terrible du monde s'est déplacé. Peut-être faut aller étudier, faut aller dans la mine justement, faut aller dans la salle des coffres du monde, dans la chaudière de l'enfer du monde. Il faut étudier l'économie, c'est là que se joue la philosophie. Il faut rester un philosophe, mais voir de l'intérieur, en immersion, ce qui s'y passe. Et ça, c'est le début du livre. Et donc, je lance ce personnage, qui s'appelle Bataille. Et à partir de là, il va devenir, à la Banque de France, un jeune banquier, mais il est toujours ce philosophe qui n'adhère pas du tout à la philosophie du néolibéralisme. C'est quelqu'un qui cherche, à travers la dépense, je reviens enfin, à travers peut-être le don, à travers quelque chose d'autre qui ne relève pas du profit, il cherche soit à contourner l'économie, soit peut-être il cherche une autre manière de vivre cette économie. Et alors il va se passer toutes sortes de choses dans ce livre, parce que j'ai découvert qu'à la Banque de France, alors je ne fais pas la promotion de la Banque de France, je m'en fiche, il se trouve juste que la Banque de France, comme vous savez, c'est pas du tout un organisme lucratif, c'est pas une banque de commerce, c'est une banque d'analyse. Et j'ai découvert que la Banque de France, parce que je me suis documenté, j'ai vu quelques personnes qui me renseignaient en fait, de l'intérieur, et pour faire un livre vraisemblable. Et je me suis aperçu que la Banque de France, c'était là que les dossiers des insolvables, c'est-à-dire les gens qui
à qui plus aucune banque ne veut prêter d'argent. Les dossiers des insolvables sont gérés. Et c'est-à-dire que la question du surendettement, question cruciale, très grosse question, puisqu'il semblerait qu'on nous endette à mort, en fait. La question du surendettement, elle est traitée par des banquiers, de jeunes banquiers, moins jeunes de la Banque de France. Et donc j'ai pu construire ce personnage comme ça. Enfin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'occupe des autres. Oui. Alors là, on a dévoilé beaucoup de choses de ce qui se passe après, mais c'est très bien. C'est très. Non, je voulais simplement noter un détail, c'est que le basculement entre la première et la deuxième partie se trouve, à mon avis, avec deux choses tout à fait, deux détails tout à fait remarquables. Premièrement, parce que bon, il va faire une quête, enfin des achats avec les autres artistes chez Emmaüs, et là il voit l'entassement justement de la dépense de tout ce qui, tout ce gâchis, et lui il achète, on saura pourquoi tout à l'heure, un exemplaire, enfin les 3 livres des 3 mousquetaires. Et pour dire les choses tout de suite, comme ça se passe à Béthune, évidemment, on pense à Béthune, 3 mousquetaires, le bourreau de Béthune. Mais est-ce qu'il veut, en quelque sorte, exécuter le profit, quoi. Enfin, il y a un peu ce projet à lui. Et avant de passer dans cette deuxième partie, ce qui fait basculer la partie de l'une à l'autre, c'est qu'il est dans le tunnel et il trouve une clé. Et cette clé, c'est la clé du roman, c'est un peu la clé des songes aussi, si on veut. Bon, enfin, passons sur ces détails. Et la première partie commence par une scène très importante aussi, qui est la scène d'un baiser. C'est-à-dire, quand il termine sa journée de travail, il retrouve sa femme qui est dentiste. Donc, ça, je m'en parlais, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. C'est une grande passion. Et Ah, c'est non. Leur baiser lui permet d'oublier les chiffres et donc il déchiffre. Voilà. Vous l'avez dit. Non, oui, la construction d'un roman, ça vient avec des images. Parmi les... Je disais ça, c'était simplement pour expliquer qu'on commençait pas en 1987, mais qu'on commençait 20 ans avant, ouais. Et qu'en fait on revient à 1987 pour expliquer tout le parcours de ce... Je crois que tout le monde est perdu là, mais c'est pas grave, hein, c'est bien d'être perdu. C'est comme dans Don Quichotte, vous êtes obligé d'acheter. Non, je vais quand même parler du baiser, ça me tient à cœur. Au tout départ, je vous ai dit la crise des subprimes, voilà, mais ça c'est dans ma vie. Je me suis dit, un jour, je veux être capable, ça m'a pris 10 ans, 15 ans, je n'étais pas obsédé que par ça, je veux être capable d'écrire dans un roman quelque chose sur l'économie. Je sais que c'est pas très sexy l'économie, mais c'était quelque chose à quoi je m'étais assigné. La deuxième chose, c'était que j'avais tout simplement en tête, un peu comme je sais pas vous, mais moi je me fais des films, enfin, je vois des séquences avec des personnages, parfois c'est moi dedans, mais parfois non, la plupart du temps non. Et je voyais vraiment, ça me tenait à cœur, je voyais dans une petite ville, de banlieue, de province, peu importe, je voyais la figure de 2 personnes au travail. Souvent dans mes romans, ce sont des gens qui n'ont pas de travail, qui vivent dans une voiture, qui sont des poètes, qui sont un peu ce que Kerouac appelait des clochards célestes. Et cette fois-ci, je voulais vraiment ancrer les personnages dans le milieu professionnel. Et je voyais ce moment de la journée, vers 17h30, je dirais 17h, 17h30, où un banquier, encore une fois comme dans Simenon, un banquier très bien respectable, ferme la porte de la banque, un peu à l'ancienne, avec une queue, justement. Et puis, au lieu de rentrer chez lui, traverse
la grande place de cette petite ville, quasiment au ralenti. Là, vous mettez la musique que vous voulez. Et pris encore dans le caractère harassant, comme vous l'avez dit, des chiffres de sa journée, va peu à peu se délester et on le suit jusqu'à l'autre côté de la place du Beffroi en l'occurrence, puisqu'on a choisi cette ville de Béthune. En parenthèse, j'ai mis 2 ans à m'apercevoir que dans Béthune, il y a Thune. C'est ma femme qui m'a dit ça un soir et j'étais un peu bouche bée. Voilà, inconscient. Et qui va donc, qui entre, ça pourrait être le générique, vous voyez, dans la film, il entre quelque part, il y a écrit le nom d'une femme, dentiste. Il pousse la porte de la dentiste et il s'assied dans la salle d'attente. Et là se passe quelque chose d'un peu lumineux, il attend, et la porte s'ouvre, et la dentiste sort et il l'embrasse. C'est un peu cucu à raconter comme ça, j'en ai bien conscience, mais pardonnez-moi. Et c'est sa femme. Pardon. J'avais cette scène comme ça qui devait, qui devait, l'air de rien, sous des aspects comme ça, de bluette sentimentale dans une ville de province, banlieue, je sais pas, qui devait nous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus ténébreux, c'est-à-dire l'expérience intérieure de chacun. Pour reprendre l'expression du vrai Georges Bataille, l'expérience intérieure. Et je me disais, il n'y a pas de raison que la dentiste de Béthune et le banquier de Béthune n'aient pas une expérience intérieure aussi vertigineuse, vous voyez, que le poète du coin, ou que je ne sais quel expérimentateur des limites. Je me disais, voilà, j'avais envie de raconter la vie totalement folle, secrètement ivre, de 2 personnes absolument irréprochables en apparence. Quand on les voit se promener dans Béthune, ils ont l'air de 2 notables, mais une fois chez eux, et c'est au romancier de le raconter. Il y avait une époque, pour revenir à votre toute première question, où on considérait au 18e, j'aimais bien ça, je n'étais pas, mais je veux dire, j'aime bien cette conception-là des choses, c'est... on voit ça dans un roman de Jacques Cazotte qui s'appelle Le Diable boiteux. Il y a cette idée d'Asmodée, vous voyez, c'est l'une des figures du diable, c'est-à-dire celui qui ouvre les toits et qui regarde dans la vie des gens. Un romancier, c'est quand même un peu ça. Il y a un côté un peu démoniaque, avec douceur, en ce qui me concerne, je l'espère, d'aller voir ce qui se passe là où on n'a pas accès, dans la vie privée. Bon, il est philosophe, vous l'avez dit, donc il parle beaucoup de philosophie, beaucoup de ses lectures, et notamment de Marx, dont il relève que pour lui, l'argent est comme un abîme sans fond, et qu'en fait, ça n'aboutit à rien, quoi. Tout le monde le veut, mais ça ne mène à rien, quoi, finalement. Et que un mot, bien sûr, la vie est ailleurs. Dans ce cabinet de dentiste dont vous parliez à l'instant, 2 tableaux se font face qui introduisent en quelque sorte une double thématique qui va s'opposer pendant tout le livre, qui est celle de l'or et de l'argent. Peut-être vous voulez l'expliquer. Est-ce que l'or, par exemple, c'est ce qui est stable, ce qui fait penser au soleil, qui se dépense lui sans compter, qui donne sans... Et l'argent qui est instable, qui perd sa valeur, qui peut se diminuer. Bah, faites les questions-réponses. Oui, dans ce cabinet, effectivement, c'est un peu un détail, mais comment dire ça, j'ai disposé à l'avance, parce qu'un roman c'est un piège, évidemment. À la fois, il y a du non-savoir quand on écrit un roman, mais on dispose des choses comme un prestidigitateur pour après, en fait. C'est un livre que j'ai écrit pendant 6 ans. Je me suis interrompu pour suivre, comme vous l'avez dit, le procès de janvier 2015, les attentats contre Charlie Hebdo, l'Hypercacher et la policière à Montrouge.
Mais donc ça m'a pris un an de ma vie, mais ce livre avait nécessité la documentation, un travail, un retravail, enfin voilà, bref. Donc effectivement, parmi ces petites choses que je dispose d'un piège narratif, il y a dans la salle d'attente de la dentiste, dont vous avez compris qu'il était éperdument amoureux, je le dis tout de suite, hein, il n'y a pas de suspense dans ce livre, une affiche du pavillon d'or et du pavillon d'argent de Kyoto. Il se trouve qu'effectivement, dans leur polarité, ces deux joyaux de temple zen, disons, même si c'est pas le mot adéquat, relèvent du soleil et de la lune, c'est-à-dire de deux métaphysiques, en fait. Alors on pourrait dire, comme ça, de l'homme et de la femme, mais c'est pas seulement, mais des deux attractions intimes qui vont mener à la fois cet homme et cette femme vers une recherche. Enfin, au XVIIe siècle, XVIIIe, on n'avait pas peur de ce qu'on appelait la recherche de la vérité. Et voilà, on peut se demander dans nos vies, enfin, où se place la recherche de la vérité. Enfin, il y a des conceptions de la vérité. Moi je ne parle pas de la vérité au sens latin, au sens romain, du droit romain, c'est-à-dire une chose est vraie si on peut la vérifier. Mais je parle d'une autre vérité qui a cherché peut-être chez les Grecs, appelée l'aletheia, qui relève du dévoilement. La vérité dans nos vies, c'est ce qui d'un coup nous saute aux yeux, de manière là pour le coup, comme un ravissement, comme un rapt, ce qui se dévoile. Voilà. Qu'est-ce qui se dévoile dans nos vies? Je pose la question sérieusement. C'est parfois rien. Parfois c'est le rien lui-même. Parfois des détails, effectivement. Mais parfois, et pas besoin de faire une psychanalyse pour ça, on se rend compte qu'on est le réceptacle, pas tout seul, à deux par exemple, on est le réceptacle d'une histoire qui nous déborde largement, dont on hérite. Et là, c'est quasiment une histoire mythique, effectivement, entre deux postulations, l'argenté et le doré. Enfin, voilà. Et alors évidemment, qu'il soit banquier, il n'est pas pour rien dans toutes ces histoires. C'est pas quelqu'un qui cherche de l'or, il ne cherche pas à s'enrichir, mais il cherche autre chose. Peut-être André Breton appelait ça l'or du temps, je ne sais pas. Il y a une scène là, que je vous laisse raconter qui est irrésistible dans ce livre. C'est quand le dernier jour de son stage à la banque, c'est la visite imaginaire de Reagan à la Banque de France parce qu'il veut absolument visiter l'endroit où sont conservés les lingots d'or. Il veut vérifier l'or, quoi. Et écoutez, peut-être bien sûr, en parler vous-même. Bon, le début de la vocation de ce personnage que j'ai inventé, donc en 87, date de là. Effectivement, j'ai imaginé que ce jeune étudiant en philosophie faisait un remplacement pour un job d'été et qu'il était au mois d'août pris à la Banque de France à Paris. Vous savez, dans le 1er arrondissement, vous voyez à côté du Palais Royal. Des petits chats. Oui, On recroise des petits chats. Bravo. Je travaillais juste en plus. Ah bon, écoutez. Mais en face. Et il se trouve que comme vous le savez peut-être, enfin, en dessous de la Banque de France à Paris, il y a ce qu'on appelle la souterraine, 27 mètres, je crois, de profondeur, où sont stockés effectivement tous les lingots d'or de l'État. Vous savez que pendant longtemps, jusqu'en 1971, ça c'est Richard Nixon qui a coupé court à tout ça, qui a dérégulé le système, c'est autre chose, un moment dans le livre, dont je ne sais pas, jusqu'en 1971, la quantité d'argent qui circulait sur Terre, je dirais dans chaque pays, était proportionnée à la masse réelle de ce que possédait un pays en lingots d'or, en étalons d'or, comme on disait. Et à partir du moment où Richard Nixon avait pris avec le département d'État cette décision unilatérale, comme on dit, pour la République,
il y a eu une dérégulation totale, non seulement du marché, mais de l'argent qui circule. C'est-à-dire qu'on imprimait des billets en roue libre. Du coup, j'en viens jusqu'à dire que finalement, la monnaie qui circule sur Terre, c'est de la fausse monnaie, puisque ça n'a pas de rapport avec les richesses dites réelles. C'est une fiction, c'est de la spéculation. Et alors pour en revenir à ce fameux mois d'août, et à cette souterraine, je me suis aperçu dans les recherches que je faisais en écrivant ce livre, parce que je cherchais des choses sur cette année-là, enfin, 87, où on en était au néolibéralisme, et je me suis aperçu que Reagan était venu en voyage présidentiel à Paris. Et j'avais vu qu'il s'était fait tirer dessus peu de temps avant et qu'il était en train de cacher aux Américains et au monde entier qu'il était vraiment très mal en point. Et m'intéressait aussi de voir qu'il était entouré par des gens que j'avais repérés, qui étaient les mêmes qui étaient là lors de la crise des subprimes. J'oublie ce soir le nom du principal responsable, mais c'est un type que j'avais vu déclarer effrontément, c'est son principal conseiller à Ronald Reagan dans les années 80. Un type qui a déclaré effrontément, puisqu'après il s'occupait de la Banque centrale, etc., qu'à la crise des subprimes, il était désolé, effectivement, ils avaient inventé un monstre qui s'appelait le néolibéralisme, qui les avait débordés et qu'il présentait ses excuses au monde entier. Je me dis, il manque pas d'air quand même. Et je l'ai retrouvé comme ça auprès de Reagan dans les années 80. Donc je l'ai fourré dans mon roman ironique. Et j'ai imaginé que Reagan, très désinhibé sur les questions d'argent, beaucoup plus que nous autres occidentaux. Enfin, vous vous souvenez qu'aux États-Unis, les billets, il y a écrit In God We Trust. Donc, il y a cette espèce de rapport entre Dieu et l'argent qui semble tout à fait naturel, avec cette idée du crédit, de la foi qu'on donne à l'argent, parce que la question de l'argent, c'est la question du crédit qu'on accorde à la valeur. Et j'ai imaginé qu'il voulait voir le fric, quoi. Il voulait voir les réserves d'or françaises. Et j'ai même imaginé qu'il avait demandé à François Mitterrand de l'accompagner, et que François Mitterrand, dont on savait déjà à ce moment-là qu'il était tellement de gauche, s'était dit, si je me fais photographier à côté de lingots d'or avec Reagan par le photographe de Paris Match, ça va pas le faire. Et donc j'ai imaginé qu'il déclinait et que Reagan allait avec tout son staff, disons, et que ce jour-là, alors mon personnage qui était là, qui présentait bien, qui avait une jolie veste, comme tout le monde était en vacances à la Banque de France au mois d'août, tout le monde était pris au dépourvu, il faisait partie du cortège. Et là, plus sérieusement, dans ce trou, dans ce tunnel, qui n'est pas celui de Béthune, mais un vrai tunnel qu'il y a sous la Banque de France à Paris, tunnel qui va jusqu'au cœur étincelant et pathétique d'une petite pyramide de lingots, qui est censée être la vraie richesse, d'après ce qu'on dit, ces morceaux, eh bien j'ai imaginé une messe noire. Parce que je suis assez obsédé par l'idée que l'argent a pris la place de la religion, tout simplement, des religions, et que le capitalisme, c'est ni plus ni moins qu'une construction pour créer une divinité à laquelle on croit, in God we trust, à laquelle on est obligé de croire. C'est beaucoup plus vicieux que toutes les religions, une sorte de secte au fond. Et donc j'ai imaginé, j'ai pris ça très au sérieux, il y a des textes de Walter Benjamin là-dessus, où il dit le capitalisme comme religion. J'ai imaginé que s'enfonçant dans les boyaux de ce temple sous terre, parce qu'il y a un véritable temple sous terre, je ne sais pas si vous y êtes allé, on peut y aller pendant les journées du patrimoine début septembre, je vous conseille, il faut attendre un peu longtemps, vous avez sur des centaines de mètres carrés, on dirait la cathédrale qui était également une mosquée de Cordoue, avec des grands pylônes, c'est sidérant, sous terre. Et il n'y a rien, donc absolument rien, c'est vide. Et vous voyez des armoires métallisées au fond, évidemment il n'y a pas accès. C'est là que sont stockés les lingots. J'ai imaginé que que Reagan, sa femme, vous vous souvenez de l'adorable Nancy, et puis tous les dirigeants de la Banque de France
se mettent en touchant les lingots à devenir un peu givrés en fait. Ils se passent les lingots, ils psalmodient des choses, ils sont pris. C'est le veau d'or, quoi. Je pense que le veau d'or ne cesse de continuer. Et mon jeune homme là, assiste à ça d'un air dégoûté et il comprend quelque chose. Il comprend que il va falloir, s'il veut travailler dans la banque, être précautionneux, composer et être un peu plus rusé que ça. Et il y a aussi dans cette scène une charge érotique très forte, parce que d'abord il y a un personnage qui le représente, la fameuse Kremer, Katia Kremer, voilà, qui est C'est la chargée de communication. Qui est une... Je dirais tout à l'heure. Ce que vous voulez, vous êtes libre. Et Ça, un peu à Milady, c'est vrai. oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, vous notez à propos de Reagan, parce que c'est aussi l'époque de la course aux armements, tout ça, on en parlait beaucoup. Vous dites, voilà, l'excédent d'énergie, s'entend énergie à la fois de désir, mais d'énergie de l'argent, quoi, générée par l'argent, l'excédent d'énergie qui n'est pas distribué sous la forme de dons, le sera finalement sous la forme de bombe. Et ça, c'est très frappant venant de ces dirigeants-là. Et c'est presque une bombe sexuelle, si je puis dire. Ah, vous faites rapport avec elle. Oui, avec la fille qui personnalise un peu ça. Quoi. Non, mais je pense que à quoi est employé l'argent par les États? À ça, aux armes. Si c'était employé à nous aider, ça se saurait. On le voit très bien, ce qui se passe en ce moment. Là, on vit, c'est plus qu'une crise. Enfin, c'est même, je sais pas, c'est pas une parenthèse que je fais, mais C'est l'aboutissement absolument. On voit des gouvernements, il n'y a pas qu'en France, qui ne s'occupent plus des citoyens. Et qui d'ailleurs, quand les citoyens essayent de s'exprimer par millions, n'en tiennent pas compte. Donc on se dit, mais ça veut dire quoi être gouverné? C'est au pire sens du terme, ceux qui sont des esclaves. Enfin. Et je crois vraiment que l'argent, je ne suis pas là en train de dire que l'argent est un problème de tout, mais la gestion de l'argent par les États relève toujours, et c'est une idée de Georges Bataille dans les années 40, après la guerre, relève avant tout du mauvais esprit. En fait. Moi, j'essaye d'imaginer tout le contraire, c'est-à-dire de remettre en scène, on va en parler dans quelques minutes, de remettre en scène cette vieille idée, pas seulement catholique, de la charité, et d'un communisme qui relèverait peut-être, peut-être j'en parle un tout petit peu là. Là, si vous voulez. Ouais. Oh, je sais pas, mon beau-père, je vais raconter ma vie, attention. 2 minutes, je fais que ça, mais mon beau-père, qui est mort, était italien, et c'est un homme que j'adorais parce c'était un communiste catholique. Et j'étais toujours j'ai vécu longtemps en Italie, parce que ma femme est italienne, et ça me sidérait, moi je n'avais pas connu ça. Enfin, pour moi, quelqu'un d'extrême gauche, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est la culture française, disons, la culture anticléricale, c'est pas pour rien que je suis Charlie, disons. Mais même si j'ai un rapport au sacré plus bref, et tout ça pour dire que j'admirais chez cet homme, qui incarnait pour moi ces valeurs, j'admirais l'association entre le désir de communauté, désir communiste, disons, et le sens de la charité. En fait. Et il n'y avait aucune contradiction. Cet homme, par exemple, il allait à la messe, et il allait avec ses compagnons de parti et les autres jours. Et je me souviens qu'en bon communiste, il gueulait tout le temps contre Moscou, et en bon catholique, il trouvait que le Vatican, c'était une bande d'idiots.
Et voilà, pardon, c'était une petite digression, j'avais envie de rendre hommage. Non, mais justement, on va y venir parce qu'à un moment, bon, il y a des questions de circulation sur la circulation de l'argent, etc. Enfin, bon, bref. Et le personnage lui-même entame une sorte d'errance qui le fait sortir d'un certain cercle, enfin qui le fait sortir franchir le périphérique en cercle, qui nous rappelle un peu d'ailleurs peut-être un peu le propos de Cercle, aussi, du roman qui s'appelle Cercle, c'est-à-dire qui est celui d'un homme qui un jour ne va pas travailler et va vivre une autre vie. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Oui, parce que ce cercle, cette sortie du cercle, en quelque sorte, va l'emmener justement jusqu'à Montreuil, rencontrer cette espèce de famille, de communauté d'esprit, dans un très beau chapitre d'ailleurs que vous intitulez Le dimanche de la vie, qui est un titre de Raymond Queneau. Raymond Queneau repris à Hegel. Le dimanche de la vie. Et justement, est-ce que ça représente une sorte d'utopie de personnages de famille élue en quelque sorte, enfin de famille rêvée, ou peut-être on peut en parler un peu à travers le personnage de Bénédicte et du tableau de Caravage dont elle parle, justement de l'idéal de partage dont vous parliez. Et c'est vrai que c'est un. Moi j'habite à Montreuil, mais tout en haut de Montreuil, on s'en fout, mais puisqu'on parle de Montreuil. Non, ça me fait rire. Ah bah, écoutez, très bien. Ma mère rit de Montreuil. Ah bon. Il se trouve qu'à Montreuil, il y a encore des friches, il y a encore des lieux qui ne sont pas cadastrés, parce que ça aussi c'est une question au ravage du capitalisme. Même le désert est cadastré, même le désert est privatisé sur Terre. Il se trouve qu'à Montreuil, et j'aime assez ça, ce côté un peu anard de cette ville étrange et très étendue. C'est la banlieue la plus étendue autour de Paris. Ça s'appelle. Enfin, c'est le lieu où j'ai établi comme ça un dimanche à la campagne. Et c'est un quartier où il y avait les gitans pendant longtemps, et où c'est le quartier de Mur à Pêche, je ne sais pas si vous voyez, où un quartier aujourd'hui où beaucoup d'écologistes vont se partager je ne sais pas le mot, des friches, disons. Alors, durant ce dimanche, ce jeune homme est invité à déjeuner. L'atmosphère du dimanche estival, printanier, non plutôt estival. Il est invité chez Rousselier, qui est son collègue, un homme beaucoup plus âgé que lui, qui est un banquier communiste. Parce que ça existe, un banquier communiste. Et il y a chez lui les portraits de Proudhon, de Marx, de Engels. Et de fait, durant cette. Je me suis amusé j'ai pris plaisir à décrire l'atmosphère heureuse d'un relâchement un dimanche chez ce jeune homme, on ne sait pas trop où sont ses parents, et là il est pris en charge. Et il y a quelque chose effectivement d'une utopie, d'un lieu qui n'appartient plus à rien, qui est détaché de l'horreur économique, comme dit Rimbaud. Et il se trouve qu'il va faire la rencontre effectivement d'une jeune femme, bon il ne va pas se passer grand-chose entre eux, c'est comme Bénédicte, mais elle va lui parler pour la première fois dans sa vie, et c'est un thème qui m'obsède, comme vous l'avez compris, de ce qu'on appelle la miséricorde et des œuvres de miséricorde. Il y a un tableau, parce qu'elle revient de Naples, où elle a vu un tableau de Caravage. J'ai passé une année de ma vie à me passionner pour le Caravage, très très grand peintre. Et il y a un tableau stupéfiant à Capodimonte, à Naples, qui s'appelle les 7 œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde, sont au nombre de 14, en fait, il y en a 7 spirituelles et 7 physiques. Et c'est quelque chose qui a à voir avec la charité, justement. Sont des vertus comme par exemple ensevelir les morts, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus. Et effectivement, cette jeune femme va introduire dans le livre le thème qui va hanter cet homme, ce jeune homme qui cherche
tout en travaillant dans une banque, encore une fois, à sortir du capitalisme. Je ne sais pas si c'est concevable, je ne sais pas si ça existe, mais il se trouve que être en contradiction, enfin, moi j'aime bien être en contradiction avec moi-même. Je ne suis pas un fanatique militant d'une seule idée, j'aime aussi l'idée contraire, enfin, j'aime la considérer. Et voilà, c'est un type un peu complexe. Pour énumérer cette œuvre, c'est de la miséricorde. En fait, c'est tout ce que c'est intéressant pour lui parce que c'est tout ce que l'argent ne peut pas faire, quoi, finalement. C'est effectivement nourrir, donner à boire, vêtir et surtout accueillir ce qui aura une grande importance dans la suite du roman. Et l'argent peut pas faire, c'est la gratuité est plus forte que l'argent. Assister les malades, etc., en sauvant les morts. Et ce personnage, Bénédicte, elle est aussi intéressante pour nous parce qu'elle symbolise la force du don. Une des grandes idées de ce livre, c'est que la seule façon de s'enrichir, c'est de dépenser et de donner, surtout. Et il lui arrive une aventure parce qu'elle fait un don pour une œuvre et on lui rend tout l'argent. Enfin, c'est une sorte de parabole, si on veut. Donc, ce qui nous fait dire la charité est plus fiable que la banque. Alors, fiable, je ne sais pas si c'est le mot. En tous les cas, j'ai la sensation que la gratuité est plus folle que l'argent, ça c'est sûr. Et que, en tous les cas, la charité, c'est une chose sérieuse. Enfin, et moi qui suis si peu catholique, ça m'échappe, mais je vois bien que la charité, c'est l'amour inconditionnel pour quelqu'un qu'on ne connaît éventuellement pas, et qui est un absolu à donner sans réticence, ça c'est certain. La puissance de la caritas, oui, la caritas, cette chose-là qui est plus forte que l'amour même. Enfin, ce banquier va peu à peu entrer dans ce mystère. Il découvre qu'il y a toujours que l'homme a besoin d'une dimension sacrée, même si ce sacré ne représente pas la religion. Ça peut être le sacré de la poésie, l'art, etc. Ah oui, je crois que le sacré, ça n'a rien à voir avec la religion. La religion instrumentalise le sacré. Et alors le sacré, le feu sacré. Le feu sacré, voilà. Alors le sacré, on peut le trouver dans des églises si on veut, mais il n'appartient à aucune église. Oui. Bon, il y a tout un tas de personnages tout à fait intéressants, mais pour aller vite, je voulais signaler un personnage qui s'appelle Jean Deschelles, qui représente ses années d'études, ses idéaux un peu de jeunesse, et qui va se trouver être un personnage qui revient signer un livre, le premier roman qu'il a écrit, etc. Et donc qui va peut-être le conduire à se retrouver un peu lui-même et à se réaliser. D'ailleurs, son nom, Jean d'échelle, c'est un peu aussi un changement d'échelle. Et puis il y a aussi dans sa vie... Absolument. Oui. Puis c'est le narrateur de tous mes autres livres. En fait, c'est mon double que j'introduis là dans le livre. Ça n'a aucune importance, je le dis comme ça. Je me suis amusé, parce qu'on fait ce qu'on veut en écrivant, je me suis amusé, puisque je racontais l'histoire d'un banquier, franchement, là, je dois dire qu'il n'y a aucun rapport avec ce que je vis. J'ai mis mon alter ego habituel, mon narrateur, qui s'appelle Jean Deschelles. Parce que la rivière qui coule au bas de chez mes parents en Alsace s'appelle l'Échelle. Ah oui. C'est comme Jean l'Échelle, il vient de là. Parce qu'il y a une autre scène, une scène avec une échelle aussi dans le livre où il monte dans son. Mais je m'en étais pas aperçu, c'est vrai. Dans son bureau parce qu'il a plus la clé, donc il met une échelle pour passer dans la fenêtre et pour rentrer chez lui. Et à ce propos, il retourne à Béthune, c'est là où il va découvrir cette maison. D'ailleurs, il y va avec un grand sourire et il dit qu'il conduisait, qu'il était crispé comme un. C'est ça.
Ouais. Qui roulait crispé comme un extravagance, qui est un verre de Poder, sauf que c'est une passante, voilà, comme un extravagant. Et sa mission, vous l'avez dit tout à l'heure, ça va être de sauver les insolubles. Bon, bref. Cette expérience qui est un peu vacillante, un trouble pour un banquier, est-ce qu'il ne va pas la réaliser aussi dans l'expérience érotique très forte qu'il va avoir avec, comment ça s'appelle déjà, Annabelle, où là, il va pousser le désir le plus loin possible. Ah, je suis un peu gêné de parler d'érotisme en public. mais ça me plaît. Combien même Non, je veux dire, c'est pousser la dépense le plus. Ah oui, je pense bien compris ce que vous voulez dire. Le personnage que j'ai mis en scène au départ est un jeune homme, je dirais, sans expérience, et il va faire de très belles rencontres féminines. Et parce qu'il s'y consacre tout entier, sans réticence, sans volonté de pouvoir, sans nuisance, sans rien. Ces jeunes femmes, bon, il n'y en a pas tellement, mais je raconte au moins deux, vont le gratifier, je dirais, de quelque chose qui s'appelle l'initiation, tout simplement. Et on n'est jamais initié qu'à une seule chose, c'est à la vie elle-même, en fait. Et il n'y a pas d'autre côté. On est initié au fait d'être ici, enfin, vraiment, à l'intensité de l'existence elle-même. Et donc je m'en suis donné à cœur joie, je dois dire, parce qu'au fond, ce qui se passe dans les étreintes, deux personnes qui font l'amour, qui s'embrassent, c'est très exactement, pour moi, le cœur même de ce que j'ai appelé tout à l'heure la littérature, c'est-à-dire prendre soin du langage et l'amener à un point d'incandescence qui le fait jouir, ce langage. Et alors effectivement, les scènes que je raconte, j'essaye de faire en sorte qu'elles soient... Alors elles sont crues, mais j'essaye de faire en sorte qu'elles soient également... comment dire ça? Alors belles évidemment, mais ça je ne peux pas juger par moi-même, mais qu'elles soient pleines de délicatesse, être cru et délicat en même temps. Je pense que c'est quelque chose qui est concevable par tous. Et en tous les cas, c'est ce que j'appelle l'amour, et l'amour physique. Et alors, de fait, il a de la chance, ce jeune homme, parce qu'il est tombé sur une jeune femme, comment dire, explosive, voilà, qui est libraire, d'ailleurs, à Béthune. Alors, je trouve qu'elle n'existe pas à Béthune. Et, Et à laquelle il offre le livre Ada de Nabokov, dont vous citez une phrase au début. Oui, absolument. Mais mon roman, l'exergue de ce roman, Ada ou l'ardeur de Nabokov, c'est un des plus beaux romans pour moi d'amour qui existe. Il y a cette phrase où le personnage principal dit « Je veux caresser le temps ». Voilà, des choses irreprésentables. Je veux caresser le temps. Comment est-ce qu'on caresse le temps? Il me semble qu'on peut s'approcher d'un tel prodige à travers le langage, enfin, un langage amoureux peut-être, ce qui se murmure, ce qui se chuchote, ce qui se donne. Voilà, cette caresse du temps, ça peut très bien être le cœur du romanesque. Alors de fait, c'est vrai que l'érotisme tel qu'il est vécu par ce jeune homme, par ce banquier charitable, c'est une forme de dépense. Il est persuadé qu'en se consumant d'amour, qu'en se consumant sexuellement, enfin, en ne faisant que ça, quoi, avec elle, il va se passer quelque chose qui ne relève pas seulement que de l'épuisement, mais d'une ouverture à une forme de béatitude. Voilà. Il y a ça. Alors, avec cette personne-là, il ne trouve pas encore l'amour,
mais ça va venir après. Mais de fait, se conjugue à travers ces expériences, là pour le coup, expérience érotique, des choses qui ne relèvent pas seulement du plaisir. Il va faire, donc on a dit tout à l'heure, une rencontre qui est presque une rencontre amoureuse avec, enfin, qui est une rencontre amoureuse avec cette maison dans laquelle il va s'installer, parce qu'avant il vit un peu à l'hôtel, en vrai. Et maison dont vous dites d'ailleurs que la première fois qu'il la voit, ce fut comme une apparition. C'est-à-dire, c'est comme dans l'éducation sentimentale de Flaubert. Je reprends exprès cette phrase, mais que d'ailleurs Flaubert disait, ça va partir trop loin, mais dans sa correspondance, il écrit cette phrase bien avant l'éducation sentimentale, lors de son voyage en Égypte, envoyer une prostituée. Ah oui, c'est pas exactement et d'ailleurs, il passe souvent par une rue avoisinante qui est la rue des Charitables. Enfin, on verra, vous verrez, en le lisant, il y a toute une histoire avec ce que c'est que les Charitables, justement, dans ce roman. Mais est-ce que c'est pas finalement cet accès par l'amour de cette maison à la charité qui va lui permettre d'enfin rencontrer le grand amour, enfin l'amour fou? Cette maison, c'est l'intimité perdue. Enfin, c'est trouver cette maison idéale. Moi, je l'ai jamais trouvée, mais là, j'ai pu la concevoir. C'est vrai que c'est l'un des personnages de ce livre. Enfin, vous avez raison, il a une forme d'amour dans cette maison qui a un jardin illimité, enfin, quasiment une forêt. Il vit tout seul là-dedans. On pourrait mettre 15 personnes dans cette maison. Et de fait, il va héberger des surendettés carrément. Et je crois que ce qui relie cette maison à la banque, ce tunnel, donc, c'est vraiment ce va-et-vient. Alors là, c'est une espèce de parabole sans doute, je ne sais pas. Je ne l'ai pas conçu comme ça, mais c'est le lieu où on est enfin en vie. Je pense que c'est ni dans la maison, ni dans la banque, qui est du côté de la déperdition, en fait, de la déréalisation, mais au milieu. Le fait de toujours aller et venir entre ces deux polarités. Alors c'est plus entre le pavillon d'or et le pavillon d'argent, là c'est entre la banque et sa maison, l'enfance perdue et l'adultération de la vie, enfin, le fait que devenu adulte, quelque chose se passe de l'ordre de corruption. Voilà, lui, il a trouvé quelque chose au milieu, un entre-deux étrange. Alors effectivement, c'est peut-être ce qui va lui donner la possibilité d'aimer. Parce que la question de la possibilité d'aimer, c'est la vraie richesse. La vraie richesse, c'est non seulement, à mes yeux, politique, mais amoureuse, quasi sexuelle aussi. Au moment où s'arrête en nous, en chacun de nous, la possibilité d'aimer, et on ne peut pas mesurer ça, ce désastre, en fait. La possibilité d'aimer quelqu'un, mais d'aimer le monde, d'aimer la vie, alors on perd l'indemne, on vit en enfer au fond. Il y a une définition d'Anna Arendt sur l'enfer, elle dit une définition très simple, hein, elle a écrit des choses plus sophistiquées, je dirais, mais elle dit l'enfer c'est le lieu où l'on n'aime pas. Il n'y a pas d'amour en fait. Et l'un des sujets, j'espère, de ce livre, c'est l'indemne. Dans indemne, vous entendez damné, le non damné, ce qui n'est pas damné, l'indemne, ce qui échappe à l'enfer. Et les personnages que j'essaye de concevoir, enfin de lancer poétiquement comme ça dans des romans, sont des gens qui possèdent en eux quelque chose d'irréductible, qui est parfois politique, irréductible politique, le fait de tenir, tenir son désir. Mais là, en l'occurrence, ce sont des gens qui ne sont pas mangés entièrement, qui ne sont pas souillés par l'enfer de la vie. Je ne dis pas que la vie est seulement infernale, mais là, un type qui travaille dans une banque, il s'expose quand même à quelque chose d'effrayant, en fait, d'infernal, qu'il y a, qu'on le veuille ou non, dans la circulation de l'argent et de ce que l'argent fait de nous. Et ben, ça ne l'atteint pas.
Vous voyez, cet indemne qu'on a, tous les romans de Marguerite Duras parlent de ça, en fait, pas sous cette forme-là. C'est cette chose intérieure, non pas invulnérable, mais c'est indemne, irréductible, voilà, qui fait qu'on continue à être quelqu'un malgré le ravage. Peut-être est-ce qu'on peut se diriger doucement vers le réunion. Je voulais citer une phrase tout à fait remarquable qui presque est la morale de ce livre. C'est seul ce qui est gratuit nous sauve. La solution, ce n'est pas l'argent, la solution, c'est la gratuité. Et cette gratuité se retrouve évidemment dans le partage amoureux. On parlait d'André Breton tout à l'heure. L'amour fou, je souhaite être follement aimé, etc. Aussi, sa femme, c'est un peu cette dame blanche qui était annoncé aussi par le début du livre. Et peut-être simplement pour vous laisser le dernier mot pour conclure, une question très simple. Est-ce que ce livre, on ne peut pas le lire aussi comme un roman d'initiation, en quelque sorte? Ah, mais je suis content que vous disiez ça. Effectivement, pour moi, ce n'est pas un roman sur l'économie ou le capitalisme. Il y a un panoramique, disons, sur tout ça, des choses qui m'intéressent. Et puis moi, j'aime bien dans les romans que je lis, je suis avant tout un lecteur, comme vous, un lecteur vorace. J'aime qu'il y ait la substance de la matière. J'aime apprendre des choses, tout simplement. Et donc, il y a de quoi faire, je pense aussi. Mais c'est avant tout, effectivement, un roman d'initiation, ça c'est certain. Je ne dis pas que c'est les plus beaux des livres, mais ce sont les livres qui m'ont marqué à jamais. En fait. Je suis très jeune, c'est les romans de la Table Ronde, c'est Chrétien de Troyes. Et moi, j'arrive, comment dire ça alors, eux, ils ne sont pas sur des chevaux, mes personnages, mais ce pas des chevaliers qui vont dans la forêt profonde de manière pensive pour délivrer la dame du monstre, mais presque au fond. Ils ont des vestes noires. Ils ont une mission, en quelque sorte. Il y a une mission qui ne vient de personne. C'est la mission à laquelle on s'assigne soi-même si on a un peu ce qu'on appelle une éthique. Voilà. Pas une morale. La morale, c'est contraignant, restrictif et souvent. Rimbaud a dit la morale, c'est la faiblesse de la cervelle, le moralisme. Mais l'éthique, il n'y a rien de plus beau. Enfin. Et donc, ces personnages que je effectivement, sont des gens, les femmes et les hommes, qui sont pris dans les étranges aventures, comme disait Chrétien de Troyes, et qui rejouent sans cesse cette très très vieille histoire qui consiste à être capable d'aimer et à faire de sa vie le lieu où quelque chose de plus beau que l'existence va devenir sans cesse. Magnifique conclusion. Peut-être est-ce que, si vous le voulez, si quelqu'un veut intervenir, je vois qu'il y a une personne là-bas. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'ai l'impression qu'il y a un peu du facteur cheval dans votre héros. C'est un jeu de mots, non? Non, parce qu'il construit le palais idéal. Absolument, c'est vrai, c'est juste. Et puis, savez-vous comment on mesure la charité, puisque vous en parlez beaucoup? Alors, je n'imaginais pas qu'elle fût mesurable, mais vous allez me le dire alors. Alors, je vais vous donner la réponse de Mère Teresa. Ouais. On mesure la charité non pas à tout ce qu'on a donné, mais à ce qui nous reste. C'est beau, hein. C'est beau. Hein. Alors, c'est le sujet d'une dissertation qu'on va faire maintenant. C'est beau, je m'en souviens, je vous remercie. C'est un curé tibétain qui me l'a dit. Tiens. On dit curé pour les Tibétains aussi. Ou un prêtre, non, un prêtre catholique, mais tibétain. Catholique tibétain. Ouais, c'est beau. D'autres personnes auraient lu le livre ou voudraient poser une question, madame, peut-être? Non. J'ai trouvé que c'était très alchimique. Donc j'ai vraiment entendu beaucoup de choses, et notamment Montreuil. Ouais. Vous parliez de Béthune, Ouais. Montreuil. Et je ne sais pas si vous passez régulièrement à la gare Saint-Lazare.
Alors, j'y suis passé tout à l'heure au moins Ouais, pour ouais. venir. Et ben, vous regardez la pendule, Ouais, il n'y a pas d'aiguille. oui, c'est juste. C'est l'année de Pascal, c'est la grande année de Pascal également. Oui. Et Montreuil, moi ça m'évoque, puisque vous parliez également de lors du temps, ça m'évoque le sens de l'éternité, sens d'éternité. Donc ça c'est une notion qu'a dégagée René Guénon. C'est l'œil de Montreuil, l'œil de Shiva. Et je rapproche ça également du Janus. On a deux visages, le visage de l'ancien et le visage du jeune. Et puis il y a le troisième visage qu'on ne voit pas. Et justement, c'est le visage de l'éternel, du présent. Voilà, je voulais vous en faire Bah, cadeau. merci, c'est très beau, je prends. Effectivement, Janus, ça me travaille parce que ce jeune homme est sinon multiple, au moins duel, effectivement. Il y a sans cesse, je parlais de la contradiction et le fait que la contradiction n'est plus, comment dire, peut être une vertu, en fait. Pas seulement se contredire, mais vivre dans l'énergie des deux polarités, qui ne sont pas contraires, en fait. Et alors, la tête de Janus, c'est effectivement ça. Cette troisième tête qui se dégage, alors celle-ci, on peut s'y vouer, s'y sacrifier, ou peut-être même ne pas y penser, parce que l'éternité se fait sans nous. En fait. Et bah, écoutez, je suis ravi de retour. Très bien, sauf si Catherine veut ajouter quelque chose, on peut peut-être se diriger vers quelques rafraîchissements et peut-être vous voulez Non, dire quelque chose. je sens qu'en lisant ça, je vais connaître le bonheur. Je vais juste vous dire de ça. Et juste pour vous ajouter quelque chose, il y a un ami qui écrit, bon, qui fait de l'auto-édition, comme moi-même d'ailleurs, nous écrivons un petit peu dans notre coin. Et vous parliez tout à l'heure de Proust, et là je dis je vais trouver le bonheur, et il m'a sorti une phrase extraordinaire dans sa dernière production qui va être publiée, c'est « Longtemps je me suis levé de bonheur ». J'ai trouvé ça magnifique. J'essaierai d'ailleurs de poser ces livres à la librairie un de ces jours, ils liseraient l'an prochain. Merci beaucoup. Merci. Bonheur.